Et donc une amie à nous, voilà, qui a fait un site internet avec... Oh, c'est rigolo, tu laisses supposer qu'on a des amis cis. Attends, j'ai un partenaire cis. For now. Des prédictions. Je suis... Je crois qu'il est très cis quand même. Je pense qu'il est très cis. Il est l'exemple de « Ah, il y en a un bien !» Il n'y en a qu'un. Quand j'ai connu Pau, elle était déjà avec ce mec-là. Et ce mec-là, il avait tout pour lui. Je veux dire, il fait 1m95, il est grand, baraque, avec une grosse barbe rousse. En résumé, en fait, c'est un dieu viking, avec le sens de l'humour, avec une éducation féministe, et le même prénom que moi à l'époque. C'est-à-dire que ce type-là porte mon dead name. Et moi, avec, j'étais à la fois chétive, extrêmement efféminée. Il y avait, on s'est toujours bien entendu, mais clairement, si la question était une question de compétition, je n'avais aucune chance. Du coup, j'ai changé de sexe. Bah oui. On va lui faire écouter, ça va lui faire plaisir. S'il transitionne, peut-être il s'appellera Jenna aussi, du coup. Oh, quel bordel! Bon voilà, Tiefline, bienvenue, hein, du coup. Allez, merci. Moi, j'ai chaud d'un coup. Oui, d'ailleurs, Tiefline, merci beaucoup pour la recommandation de jeux vidéo que tu m'avais envoyé par message sur Twitter. Mais oui, on s'était parlé via Twitter avant tout ça. C'est possible, oui. C'était quoi le jeu? Je me souviens plus. Oui, tout va bien. De mémoire, ça devait être Haven, étant donné que j'en faisais énormément la promotion, parce que ce jeu que je trouve absolument magistral et qui prend l'industrie à contresens, me semble une œuvre d'art, en fait, tout simplement. Merci beaucoup. Et du coup, tu l'as testé, tu l'as apprécié? Alors, je ne l'ai pas encore testé parce que la personne avec qui je voulais le tester, justement, c'est mon partenaire dont on vient de parler. Donc, Monsieur Viking? Exactement. Monsieur Viking, exactement. Mais il a eu beaucoup de choses à gérer ces derniers temps et du coup, c'est reporté dans 1 ou 2 mois, histoire que ça se tasse un peu. Si ça vous va, je vais me dessaper. Mais enfin... Mais enfin, la réplique. Mais c'est pas une vidéo, c'est un podcast. Bah, justement. Oui, bonsoir. L'impression que t'ouvres la porte, tu gardes la porte d'une boîte de nuit, un truc comme ça. Ah bon, ah, d'accord. Non, mais salut, bonsoir. Coucou. On est moins nombreuses. Et puis il y a Tiefline, la nouvelle voix de Tiefline. J'ai pas changé de voix, c'est toujours mon ancienne voix. Ah, c'est Oui, la mais- nouvelle voix du podcast. C'est ça, la nouvelle voix du podcast. Tiefline qui est déjà famous ici parce que... je dis famous non ironiquement, hein, c'est tout à fait. Déjà famous parce qu'on a entendu sa musique la dernière fois. Ah oui. Oui. C'est vrai. Il y avait la foule en C'est donc délire. ça être famous. Oui, c'est donc ça être famous. Et alors, si à chaque fois qu'on écoute la musique de quelqu'un, on a cette personne dans l'épisode suivant, c'est ça? On peut écouter Laura Jean Grace ou... Faut essayer. Je pense qu'il faut du coup essayer de l'inviter et quand elle a accepté, passer sa musique. Hein, Ah oui, c'est ça. C'est très pragmatique. Personne saura. Non, mais depuis la dernière fois, sinon, on a ouvert une boîte mail en 2021. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. L'adresse contact@1pct.fr pour recevoir tous les mots doux, les remerciements, les mots gentils, les suggestions, les retours. Et les demandes d'intervention. Moi, sinon, depuis la dernière fois, je vais donner une petite update, changement d'état civil à chaque fois. Comme ça, il y aura un fil rouge sur les 6 prochains mois, peut-être. Donc, la dernière fois, j'avais eu mon audience. Là, j'ai reçu le jugement sur une jolie feuille de papier. Jugement entièrement écrit au féminin, merci. Ça fait plaisir.
Et jugement, il y a un petit truc à la fin qui m'a fait rire. C'est à peu près la dernière ligne sur le jugement. C'est écrit « Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de la requérante ». Donc, en français normal, ça veut dire « Niléane se démerde pour toute la suite de ses démarches ». Et j'ai trouvé ça très drôle. Alors, c'est pas comme ça que je comprends cette phrase. Ah, vas-y, dis-moi. Pour moi, ça veut dire que s'il y a des frais de justice, c'est toi qui les payes. C'est dépend au sens de dépense, mais Donc, en c'est à gros, vérifier. La phrase, c'est « Pour la suite, c'est le portefeuille de Niléane qui C'est se ça. démerde. » Parce que c'est pas dépend avec un D, c'est dépend avec un S. Donc c'est pas les choses qui dépendent de la procédure, c'est... Ah ouais? Il y a un homonyme comme ça. C'est pas comme si le français était... Comment dire? Était simple. Mais non. Ok, très bien. Eh bien, je préfère mon interprétation. Hein, mais... Oui, je comprends. Moi, j'aurais bien aimé que mon jugement de CEC il soit complètement au féminin. Parce que moi, on me l'a envoyé intégralement au masculin. Très bien. Ce qui était un peu pourri. Et dans le modèle que tu as utilisé, ils ont pensé à faire corriger né et en né et e. Et je trouve ça une super idée. C'est pas grand chose, mais de souligner que ça doit être corrigé aussi. Parce que là, mon acte de naissance, c'est l'original en un bloc. Et puis un paragraphe en dessous qui dit genre Jenna est réputée avoir changé de sexe à telle date et point quoi. Et alors, je vois ce que tu veux dire, mais après, parce que tu vois, dans le jugement en question, c'est écrit quelque part que ces modifications sont portées en marge de l'acte de naissance, comme le changement de prénom. Okay. Donc en fait, même si le jugement précise que effectivement c'est écrit en lieu et place de la mention né et sera portée la mention né et e, cependant dans le même jugement c'est écrit les présentes rectifications se feront en marge de l'acte de naissance. Donc ça se trouve ça veut rien dire. Ça peut vouloir dire que la rédaction de l'extrait d'acte de naissance qui ne comporte que les versions à jour sera accordée correctement. D'accord. Du coup, j'ai envie de demander un extrait pour moi pour voir comment ça. Bah du coup, je vous ferai une update là-dessus également. Alors. Oui. Que là, c'est parti pour plusieurs mois de petites démarches au fur et à mesure. Ah. Et sinon, anecdote météo. Anecdote météo. Pourquoi j'ai envie de déjà parce qu'on est de vieilles personnes et donc. Quand on est de vieilles personnes, on parle de la météo. Ça me fait super mal, sachant que je suis plus vieille que toi. En fait. Et qu'est-ce que je dois dire? Mais oui, normalement, Jenna était pas censée être éternelle ou un truc comme ça. Ouais, mais... Moi, je suis éternelle. Et Léane, elle est vieille. C'est ça. L'autre jour, l'algorithme d'Apple a dit que j'étais un bébé. Quoi? Il faut que tu détailles. Et sur les photos, l'algorithme d'Apple a reconnu ma photo comme étant une photo de bébé. Quelle photo? Quelle quoi? Alors là, de temps en temps, le logiciel photo, que ce soit sur iOS ou sur macOS, te fait une proposition d'album en disant, par exemple, voilà toutes les photos de déjeuner à Paris en 2019, par exemple, ou voilà les vacances à Bordeaux en 2020. Et là, c'était une suggestion d'album qui s'appelait Early Moments et qui ne montrait que des photos de bébés, parce qu'il y a eu plein de bébés dans mon entourage, et une photo de Pauline. Ah oui, ok. Ah ouais. Où j'étais comme ça, la tête sur l'oreiller en train de dormir. Oh, mais c'est trop mignon. Voilà. Mais donc, la météo, parce que là, aujourd'hui, il neige, c'est trop bien, je suis une gamine. Mais voilà, je voulais vous demander, parce que je gagne, c'est pour ça que je voulais vous demander, c'est quoi vos anecdotes météo les plus extraordinaires? Et sachez que je gagne, d'avance, je gagne, j'ai les meilleures anecdotes. Est-ce que vous avez une anecdote météo extraordinaire? Ah si, moi j'en ai pas mal, moi. C'est, je rentrais avec ma copine chez mes parents. J'étais jeune, c'était il y a longtemps. Et j'avais ma vieille voiture toute pourrie qu'on appelait le Nautilus parce qu'elle prenait l'eau. Voilà. Et il y avait de la neige partout. L'une des rares fois où il neigeait chez moi, parce que là, actuellement, moi je n'ai pas de neige. Voilà. Et bien sûr, étant quelqu'un d'extrêmement prudent, je
je m'essaye un petit peu voir si ça glisse ou pas, mais la neige venant de tomber, et bien ça ne glissait pas du tout, donc je rentre sans encombre. Et une fois arrivé là-bas, il y a mon père qui me fait t'as été prudente hein, avec la neige, etc. Ah oui, il n'y a pas de problème, j'ai testé pour voir un petit peu sur le parking si ça glissait ou pas, si je pouvais freiner pour pas partir directement tête à queue. Ok, très bien. Et là, comme ça, il me lance. Hey, est-ce que tu as essayé le frein à main? Bah non, j'ai pas essayé le frein à main. Voilà. Et la nuit passe, le lendemain on repart en voiture avec ma copine pour je ne sais pas quoi. Et là, tout d'un coup, je rentre encore chez mes parents, en pleine route de campagne, me revient la phrase de mon père. As-tu essayé le frein à main? Bah non. Puis là je me dis, tiens, je vais essayer le frein à main. Voilà, comme ça, là, je suis en train de rouler à peu près à, je sais pas, à 50 km/h. Je me dis, tiens, je vais essayer le frein à main. J'essaye le frein à main. On a fait un tête à queue sur la route. On a fait un tour entier. On est arrivé dans le même sens qu'on est reparti. Ma copine, elle était complètement folle. Elle était en train de me taper l'épaule, tu sais, le stéréotype. En train de crier à tout va. Mais t'es complètement taré! Mais oui, c'est vrai, j'étais complètement taré. Et puis on rentre comme ça tranquillement sous les coups de ma copine. Et j'arrive et je fais à mon père, oui bah j'ai essayé le frein à main. Et là, très content, il me fait, t'as vu, ça fait peur. Hein. Insupportable. Tu sais, ça c'est une anecdote de Kéké. Voilà. Mais c'est parfait, c'est exactement ce que je veux entendre, ce genre de choses. C'était ma seule anecdote neige. Voilà. Est-ce que toi, t'en as une? Oui, mais vas-y, j'ai vu que tu faisais des recherches pour faire la J'étais en train de vérifier les données, histoire que ça ait l'air vrai. Avec la première petite amie avec laquelle j'ai vécu, en fait, donc j'étais jeune, je venais de partir de chez moi et j'ai commencé à squatter chez elle. Mais chez elle, en fait, ça voulait dire chez ses parents. J'ai commencé à travailler, commencé à gagner de l'argent et on s'est dit qu'on allait partir au sport d'hiver entre Noël et jour de l'an. Le moment où je pouvais prendre des vacances. Et donc, on a pris la voiture des parents, enfin, qui nous ont prêté. Enfin, d'ailleurs, non, la belle-mère est venue avec nous. Et on a pris la route. Et c'était comme un jeu vidéo. Au fur et à mesure, sur l'autoroute, on avait les arbres qui tombaient sur la route, derrière nous. On avait des tronçons d'arbres, des tronçons d'autoroute qui fermaient au fur et à mesure. Et on descendait de Paris jusqu'en Haute-Savoie comme vraiment comme un jeu de plateforme en fait. Et c'était la très grande tempête de décembre 1999 qui a commencé dans le nord de la France et qui a fini dans le sud de la France et la tempête nous suivait. Et quand on est arrivé à Lyon, quand on a tourné à gauche pour aller en Haute-Savoie, la tempête a tourné à droite et elle est partie vers l'ouest. Et donc on a passé nos vacances là comme ça. Parce que c'était comme si on avait couru un marathon quoi. Ça doit être tellement impressionnant. Pas mal. Moi j'ai une anecdote qui combine la météo et la neurodiversité, on va dire. C'était il y a assez longtemps, quand mon plus petit frère était assez jeune. Un jour, il a fait assez froid pour geler les pièces d'eau autour de chez nous. Et entre autres, chez une amie de mes parents, il y avait une sorte de petite mare avec des poissons, avec des grenouilles, des choses comme ça, parfois des hérons. Et c'était gelé. Et c'était la première fois que mon frère, à son âge, voyait de l'eau gelée, comme ça. Et mon petit frère est autiste, et du coup, il aime bien les explications qui sont claires, précises, il aime bien comprendre les choses. Et donc du coup, j'étais là, oui, c'est à moi d'expliquer, tu vois, moi j'ai l'expérience, il faut que je dise. Donc, alors tu vois, ça c'est de l'eau gelée. Alors par contre c'est dangereux, hein, parce que l'eau gelée elle est sur le dessus, mais en dessous l'eau elle n'est pas gelée. Et il faut pas marcher dessus, même si on a l'impression que c'est solide. En fait c'est pas tellement solide et tout. Donc j'ai passé environ un quart d'heure à lui expliquer tout sur le phénomène de la glace, sur le voilà, comme ça, c'est voilà, très bien, attention, pas marcher dessus. T'as compris? Oui.
Et je me retourne pour aller faire autre chose, parce que bon, ça faisait un quart d'heure que je venais d'expliquer comment ça fonctionnait, la neige, la glace, l'eau du coup qui était gelée, tout ça et tout. Et j'entends... Et je fais volte-face, mais le plus vite possible, et j'arrive à attraper le cou de mon frère. Je l'attrape par le pullover, quoi, et je le tire de la mare. Et donc, mes parents m'ont vu arriver avec mon petit frère sur l'épaule qui dégoulinait d'eau glacée. Et moi, j'étais là en train de dire « Mais je comprends pas, je lui ai expliqué !» Moi, j'aime bien qu'on puisse dès lors se poser la question de savoir laquelle est la plus neurotypique des deux, quoi. C'est vrai. Je lui ai expliqué rationnellement, il n'écoute rien à 2 ans. Il avait pas 2 ans. Il a 5 ans au moins. Okay. Tu vois, à un âge où on peut se dire que quand même... Et encore maintenant, quand je lui demande « Mais tu te souviens de ce qui s'est passé? Pourquoi t'as marché sur la... Je t'avais expliqué et tout. » Je sais pas. Il sait pas. Il s'en souvient du coup? Il s'en souvient, mais il sait pas pourquoi il a voulu marcher sur la glace quand même. Bah, il faut tester. En fait, peut-être qu'il a compris, mais il fallait tester. Peut-être que maintenant il me croit seulement parce que à 5 ans, oui. Après un quart d'heure d'explication, il s'est dit on va tester quand même. C'est chelou tout ça. Mais maintenant, tu es digne de confiance. C'est ça. Empiriquement, on sait, tu racontes des trucs qui sont vrais. Bon, je vous ai dit que j'allais gagner. Bah oui. Est-ce qu'il y a un volcan dans ton histoire qui gagne? Ou une tornade? Non, vous vous rapprochez, mais non. Des grelons de la taille de balles de tennis. Alors, contexte habituel, je suis de La Réunion, donc ça expliquera beaucoup de choses. À La Réunion, il y a des cyclones. Bon, les cyclones... Voilà, t'as gagné. Non, suite de l'histoire. Il y a des cyclones. Et donc à La Réunion, on a un système d'alerte quand il y a un cyclone qui s'approche, voilà. Les deux importantes à retenir, c'est la orange et la rouge. Quand il y a la orange, il y a les établissements scolaires qui ferment, mais les gens travaillent, il faut juste faire beaucoup gaffe. Et les gens se ruent au supermarché pour acheter de la bouffe. Et de l'eau, surtout des millions de packs d'eau. Ah, c'est un confinement, quoi. Exactement, oui, voilà. Là, j'étais assez petite, hein, je vous préviens. Autre élément de contexte, j'étais petite. C'est l'alerte orange, tout va bien, la journée se passe bien, la météo se dégrade très très rapidement. Et normalement, quand on passe à l'alerte rouge, c'est confinement total. Voilà. Donc, interdiction de sortir, parce que si tu sors, tu risques d'avoir ton espérance de vie divisée par 10 000. Et du coup, à l'approche de l'alerte rouge, parce que l'alerte rouge, elle a été annoncée avec seulement 2 heures de préavis, parce que le cyclone est arrivé vraiment très très vite. C'était exceptionnel. Donc, là, ma mère étant très détendue, très très détendue, elle n'a pas du tout profité de toute l'alerte orange pour acheter de la bouffe, en cas de confinement total. Quelle est notre solution? Notre solution, c'est, tiens, on va au Domac, on va au Drive, et ça sera rapide, on a le temps de revenir avant l'alerte rouge. Bon, alors, et là c'est une aventure, on embarque tous dans la voiture, on file vers le Domac, qui est à peut-être 5-6 km de chez nous. Donc voilà, 5-6 km sous un temps cyclonique, hein, donc c'est déjà très très responsable. Dans une voiture? Oui, ok. Oui, dans une voiture. Et du coup, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. On voit des arbres tomber, la pluie tombe à l'horizontale, tellement il y a de vent. On arrive au McDo, on est au drive, on est genre dans les dernières personnes à être autorisées à passer au drive. Ce qui me fait dire une autre chose, c'est que c'était sur le point d'être l'alerte rouge. On était à 5 minutes de l'alerte rouge quand on arrive au McDo. Il y a toujours des gens qui travaillent dans le McDo. Voilà, donc ça en dit long sur McDo. La suite. Du coup, on a notre McDo, on a nos sacs de McDo, on rentre. En rentrant, on se fait arrêter au moins 5-6 fois par des flics sur le chemin qui arrêtent tout le monde pour leur dire oh, hop, hop, faut rentrer. Du coup, à chaque fois, on dit ouais, on a acheté de la bouffe. Voilà. Du coup, on cachait le McDo parce qu'on avait honte d'avoir acheté du McDo pour le cyclone, mais voilà. On arrive chez nous. Et là, c'est la catastrophe. Quand on arrive chez nous, il est déjà 20 minutes après le début de l'alerte rouge. Le temps est exécrable. On ne voit rien. Il y a des feuilles qui volent dans l'air avec la pluie. C'est infernal. Je vais vous poser une petite question pour rendre la chose interactive. En quoi sont faits les sacs de McDo? En
en buvard. En buvard? Je sais pas ce que c'est, buvard. Oh mon Dieu, je suis vieille. C'est ça. Eh En bien, papier absorbant. au 19e siècle, on utilisait un papier qui absorbait pour éviter les taches d'encre quand on écrivait à la plume. Eh ben oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement. Les sacs McDo sont en papier. Aussitôt la portière ouverte, aussitôt les sacs McDo exposés au temps cyclonique, ils se sont liquéfiés, ils se sont dissous instantanément. L'intégralité de la nourriture s'est envolée dans la rue. Du coup, on est tous en train, on est 4-5 à ça, voilà, on est tous en train de courir après notre seule nourriture pour c'est ça, pour le cyclone. On sauve à peu près tout. On entre dans la maison, on évalue les dégâts. Toutes les frites sont perdues, immangeables. Seuls les burgers, et encore quelques burgers, sont toujours en état parce qu'ils sont dans des boîtes. Donc voilà. Et donc, voyant ces dégâts, étant une jeune enfant, je me mets à chialer de l'infini. On venait de perdre le McDo. Et heureusement, finalement, il y avait des frites au congèle. Du coup, on a pu accompagner ces burgers des frites au congèle. Voilà. C'est génial. J'ai pensé à une autre anecdote pendant que tu racontais la tienne. J'étais en Californie dans ma famille. Et à un moment donné, je dis « Ah, mais finalement, on devait aller voir telle personne, pourquoi on va pas les voir ?»« Ah non, on va pas les voir parce que telle personne qui habite à 1 kilomètre ou 2, je sais plus. Non, il faut pas aller chez eux en ce moment, c'est la migration des tarentules. » Pardon? Oh mon Dieu! Apparemment, il y a un moment donné une migration de tarentules, et donc du coup, tu ouvres la porte de chez toi et tu fais « Ah !» Non. Ah, c'est horrible, je suis arachnophobe et tout, mais c'est affreux. Voilà, donc je n'ai pas vu la migration des tarentules parce qu'on n'a pas voulu aller dans le... Est-ce qu'il y avait un berger devant le troupeau de tarentules qui était en train de la faire traverser la route? Oh, j'imagine une tarentule géante avec un gilet en peau de mouton, quoi. Voilà, donc, désolée, ça rentrait pas vraiment dans ce que tu demandais parce que ça m'est pas arrivé à moi. C'est juste... Moi, si tu veux, j'ai une autre anecdote qui vient de me revenir. C'était un hiver. Chez mes parents, il y a un petit plan d'eau derrière dans lequel mon père aime bien mettre des poissons. Notamment, il mettait des carp coil, donc les grosses carpes asiatiques. Et sauf que le problème, c'est que l'hiver, l'eau gèle. Et bien que le poisson ne soit pas trop en difficulté, quand le plan d'eau est entièrement gelé, en fait, ils ne peuvent plus remonter à la surface pour respirer. Oh non! Donc, Est-ce que ça va être une histoire triste? non, il faut casser non. la glace. Ben, il faut casser la glace, en effet. Sauf que le problème, c'est que les hérons, à cette époque-là, sont affamés. Et en fait, comme on casse la glace pour qu'ils puissent venir respirer, bah, le héron, il est pas con. Voilà. Et bah, il attend, en fait, au-dessus. Et dès que le poisson il vient, tac, il bouffe. Donc la première année, il avait été un petit peu surpris de voir ces poissons à moitié bectés, qu'il y en a qui comprenaient pas trop. Et en fait, la deuxième année, il a compris, il s'est mis en tête de sauver tous ces poissons. Ce qui fait qu'on a eu des situations complètement incongrues, où il a ressorti un vieil aquarium vraiment énorme pour le coup, qu'il a mis dans le garage. Il a été ramasser tous ces poissons en sortant le canoë sur le plan d'eau gelé, littéralement, et en train de ramasser tous ces poissons, de défaire ceux qui étaient pris dans la glace, tellement il y avait de glace. Et là, c'était secourisme poisson. Donc ceux qui étaient un peu bectés, il les a badigeonnés de mercurochrome, on aurait dit des poissons rouges, littéralement. Mais quoi? Ceux qui étaient gelés, il leur a fait du bouche à bouche. Il leur a mis le bulleur de l'aquarium qui permet d'oxygéner l'eau dans les branchies pour réveiller le poisson. Ben, figure-toi qu'il les a tous sauvés. Mais waouh! Mais ça fonctionne! Mais en fait, il y a mon esprit qui a démissionné au moment où on a dit « Ah, il y a de la glace et du coup, ils peuvent pas remonter à la surface pour respirer. » Et j'ai mis quelques minutes à me demander qu'est-ce qui allait pas dans cette phrase. Et les poissons, ils ont pas besoin de remonter à la surface pour respirer. Et bah, quand t'as un plan d'eau, ils sont obligés parce que l'eau,
n'a pas de mouvement naturel et l'eau n'est pas oxygénée. C'est pour ça que dans un aquarium, tu as toujours un petit truc qui fait des bulles Ok. pour oxygéner l'eau. Et Ok. quand du coup tout est statique, bah une fois l'oxygène contenu dans l'eau consommé, les poissons se noient, enfin s'étouffent. D'accord. Waouh. Top. Oui. Respect. Et Niléane, j'ai une Impressionnant. question. Oui, tout à fait. Est-ce que du coup, maintenant, dès qu'il fait un peu venteux, tu t'achètes du McDo? Absolument pas. Non. C'est pas devenu un trauma, tu sais. Non, Tu as non. réglé tes traumatismes. Est-ce que Non, tu as pourtant, toujours c'est- des c'est frites une anecdote au congélateur c'est une- Non, c'est une anecdote que je raconte en soirée, du coup, incroyable. J'avoue, tu me l'avais déjà raconté en soirée. Oui, je me souviens que je t'avais raconté. Mais tu sais, ton anecdote qu'elle le fera à moi aussi, tu me l'as déjà raconté. Du coup, Ah, c'est possible. oui, si. C'est le genre d'anecdote que je raconte en soirée. Voilà. Les poissons, tu devais pas connaître ça. En tout cas, je suis très contente de... Voilà, ça a généré... On est sacrée des conversation. vieilles et c'est ça. Et- La météo, ça remue. Hein. Juste un petit point podcast. Est-ce que Jenna, tu veux juste mentionner Totalitrans? Eh ben, avec plaisir. Mhm. Maintenant. Voilà, alors du coup. D'abord, je voudrais mentionner à quel point j'aime beaucoup l'ambiance de notre podcast. Parce que ça fait du bien de rire comme ça, sans faire mal aux côtes. Et tout ça pour dire que si j'écoute d'autres podcasts, c'est pas une infidélité. J'ai découvert un autre podcast trans et il est formidable. Et ça fait, il et elles ont en plus un rythme de production qui me laisse pantoise, qui est de l'ordre de 2 épisodes par semaine, Ouais, c'est très impressionnant. avec un épisode public et un épisode uniquement sur le Patreon. Et c'est super intéressant. Donc le podcast s'appelle Totally Trans. Et le principe de ce podcast, c'est 2 personnes ou plus de 2 personnes qui décortiquent une œuvre pour montrer à quel point cette œuvre, ça peut être un film, un roman, une série, qu'en fait, cette œuvre est complètement trans. Et ça peut être des œuvres auxquelles on a un peu pensé comme étant trans, des œuvres dont on n'a jamais entendu parler comme étant une œuvre trans, ou des œuvres qui étaient au départ trans et qui ont été soigneusement maquillées par les personnes cis qui ont transformé un livre en film, par exemple. Et du coup, le premier épisode était sur La Petite Sirène, spécifiquement La Petite Sirène de Disney, et pour montrer à quel point c'est une œuvre trans, et Ariel de Disney est une fille trans. Et puis le deuxième épisode était sur Peter Pan, et il y a eu après des épisodes sur Yentl, sur Pinocchio. Le dernier qu'on a écouté était sur Breakfast at Tiffany's. Et voilà, et ça donne envie de redécouvrir des œuvres qu'on a l'impression de bien connaître. Et ça donne envie d'en faire d'autres nous-mêmes, ou de faire une collaboration avec il et elle. C'est parce que c'est des sujets qui sont passionnants, et il y a plein d'œuvres comme ça qu'on aime beaucoup, et je suis sûre qu'on aurait des tas de choses à dire dessus. C'est un podcast Totally en français. Trans. C'est un podcast en anglais. C'est je sais plus si les personnes sont américaines ou canadiennes. Ah, c'est une bonne question, je ne me rappelle plus. Nord-américaines. Et voilà, les 2 personnes principales qui animent sont un mec trans et une femme trans. Et puis il y a de temps en temps des invités en plus. Et voilà, c'est un très beau travail, très sourcé, avec beaucoup d'extraits et tout, et c'est vraiment chouette. J'en ai écouté qu'un seul, du coup, sur celui sur Pinocchio. Et voilà, oui, c'est très cool. Très 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 cool. Ça me donne envie d'en écouter d'autres. J'ai beaucoup aimé l'épisode sur Yentl. Ouais. J'avais entendu parler du film, j'avais pas du tout entendu parler du livre, et en fait, c'est le livre qui est décortiqué dans l'épisode, et c'est une découverte incroyable. Voilà, tout le monde allait l'écouter. Ouais. Oui, en fait, tout le monde connaît le film, et écouter l'épisode en ayant vu le film, ça permet, en ce qui me concerne, d'avoir une représentation graphique à l'écran, mais on voit à quel point le film a été détourné de l'œuvre originale, qui était vraiment l'histoire d'un mec trans. Et la façon dont le film a été porté à l'écran, c'est devenu
une fable féministe pour montrer comment une femme décide de prendre le pouvoir en se déguisant en homme. Mais ça reste une femme tout le long. Et c'est presque triste. Mais c'est un petit peu... c'est chagrinant, on va dire. Eh bien, super. On mettra un lien. Oui. Je propose qu'on écoute de la musique maintenant. Très bien. Et puisque Tieflin, notre star Waouh. de la musique... Toujours plus. Toujours plus. Et toujours là, eh bien, on va réécouter l'une de ses compositions. Et on se retrouve juste après. Je voudrais vous raconter une histoire qui est en même temps un petit bout d'autopromo. Il y a quelques années, un blogueur féministe a commencé à écrire des articles sur son blog et sur Twitter et à avoir un certain poids. Vraiment, il écrivait des trucs intéressants parce que il permettait de fournir des arguments quand on devait débattre avec des mecs, en montrant que il pouvait aussi y avoir des arguments féministes écrits par des mecs. Et du coup, c'était un petit peu mieux perçu. Et ce blog s'appelait le Mexpliqueur, qui était en plus un nom formidable. Et il y a un dicton dans la communauté trans qui dit que quand un allié semble beaucoup bien connaître les questions trans, cette personne finit par faire un coming out. Et la personne qui écrivait ce blog a fini par faire un coming out et elle s'appelle Daisy. Et elle continue à militer, elle continue à écrire. Elle est très active sur Twitter. Son livre va sortir bientôt, qui est tiré de son blog. Et elle est l'invitée du podcast Nos Voix Trans. Et on vient d'enregistrer l'épisode. Et c'est vraiment chouette. Et la raison pour laquelle je reparle de ça, en dehors de l'autopromo, c'est pour parler de Philosophie Tube, qui est une chaîne YouTube qui parle de philosophie, qui décrit des thèmes compliqués en quelques minutes. Et voilà, c'est quelqu'un qui a un doctorat de philosophie et qui s'est dit que ça coûte très cher de faire des études et qui s'est dit qu'il allait donner son doctorat de philosophie à qui en voudrait, juste en suivant ses vidéos. Et cette personne a toujours été
Une de ses premières vidéos a été contre l'homophobie, contre la transphobie, quelqu'un qui était vraiment engagé sur les questions LGBT. Et ça n'a pas loupé. La dernière vidéo de PhilosophyTube était un coming out. Et la personne qui gère PhilosophyTube s'appelle Abigail Thorne. Et avec ses millions de followers, c'est devenu la personne trans la plus connue du Royaume-Uni. Et donc elle a une responsabilité énorme dans un pays qui est extrêmement transphobe, particulièrement en ce moment. Et voilà, donc je voudrais faire un hommage conjoint à Daisy et Abigail. Alors je vais vous lire un extrait d'un texte qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. Et j'ai pensé à ce texte à cause de l'épisode précédent. Donc ceux qui nous écoutent, allez écouter l'épisode précédent de ce podcast si ce n'est pas déjà fait, parce que sinon vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Donc vous êtes obligés d'aller l'écouter. Donc c'est un texte écrit par le docteur Erin Giglio, qui fait des choses sur le comportement des souris, et qui m'a donné son autorisation pour traduire son texte, qui était au départ en anglais, et pour le lire à l'antenne. Donc c'est parti. Ça s'appelle « Si vous pouvez voir l'éléphant invisible, veuillez le décrire. Je suis très analytique et j'aime quantifier les choses. J'aime en être certaine. J'aime avoir des définitions pratiques pour les mots que j'utilise, afin d'être sûr que nous parlons de la même chose. J'aime être claire. Surtout, j'aime être à peu près sûr de savoir de quoi on parle lorsque j'ai des conversations. Il y a une grande partie de moi qui réagit à une phrase comme « Eh bien, en fait, ce terme est flou et imprécis » avec agitation et consternation. Puis ma tendance naturelle est de commencer à essayer de construire de meilleures définitions. Malheureusement, lorsque vous n'avez aucune expérience personnelle de ce que vous essayez de décrire et que vous essayez de définir un sentiment, construire de meilleures définitions est assez difficile. Essayons un exemple imaginaire qui va rappeler le dernier épisode. C'est là le... Vous êtes né dans un monde où, à maturité, chaque personne reçoit un éléphant de compagnie qui est invisible pour tout le monde, sauf pour son propriétaire. La société est structurée autour des besoins de ces éléphants. Les gens parlent sans cesse des éléphants et de leurs faiblesses. Les médias incluent des éléphants dans chaque histoire en tant que point majeur de l'intrigue, et jusqu'à l'âge où vous avez votre propre éléphant, vous ne pouvez pas le voir. Mais on vous assure que vous aurez le vôtre en grandissant et que vous comprendrez tout. Alors, vous grandissez, vous atteignez l'âge de réception de l'éléphant, et pas d'éléphant. Vous supposez que les éléphants existent. Après tout, les gens insistent sur leur présence, et les gens de votre âge ont commencé à parler de leurs éléphants, de leur beauté, de leur intérêt, et les gens avec des éléphants assez inhabituels sont prêts à faire des choses vraiment déroutantes pour les satisfaire. Vous pensez que les éléphants existent probablement, mais vous n'êtes pas sûr, car vous n'avez jamais rien vu qui ressemble à un éléphant. Et ne serait-il pas possible que ce soit une sorte de complot élaboré ou d'illusion de masse ou un truc comme ça? Mais les gens continuent d'insister que les éléphants sont tout à fait réels, et les autres personnes de votre âge ont commencé à parler de la façon dont leurs éléphants se comportent. Vous êtes apparemment seul à être dérouté par cette histoire d'éléphant. Alors vous essayez peut-être d'en parler avec des involtures. Peut-être que vous essayez en quelque sorte de demander aux gens à quoi ressemblent leurs éléphants dans une conversation informelle, car il est possible que vous ayez un éléphant et que vous ne l'ayez simplement pas remarqué. Peut-être qu'ils sont en fait très petits et difficiles à voir, mais ils font beaucoup de bêtises. Après tout, il y a parfois des trucs bizarres autour de vous, tout comme autour des personnes qui ont des éléphants. Mais quand vous leur demandez, les gens vous regardent avec un drôle d'air et font comme si c'était une question stupide, parce que, évidemment, ils savent à quoi ressemble un éléphant. Tout le monde en a un. Il suffit de regarder, c'est pas comme s'ils étaient difficiles à voir. Vous voyez comme ça peut devenir frustrant. Finalement, vous supposez qu'en fait vous êtes différent et pas simplement peu observateur. Et vous essayez de reconstruire l'image d'un éléphant afin de comprendre de quoi il s'agit. Mais aucune personne à éléphant n'accepte de répondre à vos questions et de vous aider à comprendre, même si vous êtes vraiment têtu et que vous posez beaucoup de questions à beaucoup de gens. Vous finissez par devoir construire votre compréhension de l'éléphant à partir d'extraits,
de petits bouts d'informations que vous pourrez tirer des gens normaux avant qu'ils ne s'énervent et changent de sujet. Et bien sûr, tout le monde met l'accent sur différentes parties de l'éléphant, car tout le monde est différent et pense aux choses différemment. Et vous devez donc essayer de détecter les distorsions du mieux que vous pouvez. Voilà, c'est ça être asexuel et essayer de définir l'attraction sexuelle soi-même. Ou être aromantique et essayer de définir l'attraction sentimentale. Ou être à genre et essayer de définir le genre. Et je parie qu'il y a d'autres parallèles à faire. Vous n'avez pas quelque chose et vous essayez de comprendre comment ça fonctionne. Et personne qui dit comprendre n'essayera vraiment de vous apprendre à quoi ça ressemble. Oui. Très beau texte. Voilà, donc c'était un texte qui m'avait beaucoup marqué à l'époque parce que en tant que personne à genre sur le spectre de la sexualité, ça faisait beaucoup de oh, mais oui, complètement, mais moi aussi ça fait chier, je trouve, et voilà. je me suis fait une raison depuis, mais il y a eu une époque où je comprenais vraiment pas et c'était très perturbant. J'en étais même arrivée à me dire que pour tout ce qui était attirance sexuelle, les gens autour de moi devaient en fait faire semblant. Tout le monde devait être asexuel. C'est juste que il y avait une sorte de contrat social de tu dois faire semblant de dire ouais, lui là-bas il me plaît trop, j'ai trop envie de lui faire des choses et tout le monde ah ouais complètement. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça comme complot dans la société où tout le monde devait faire semblant, mais ça me paraissait plus réaliste que l'autre explication qui était c'est moi qui comprends pas et qui ressent pas ce truc-là et que tout le monde le ressent. Le déni. Du coup, le texte l'explique très bien. Mais oui. Complètement, oui. Oui. Bien, merci beaucoup. Promis, après, on arrête de parler des éléphants. Oui, c'est elle. Le thème récurrent de Il y aura l'émission. un éléphant par épisode. Chiche. Du coup, redis-nous le nom de l'autrice. Oui, alors l'autrice, donc c'est le docteur Erin Giglio. Et on mettra donc le lien vers son Twitter dans les notes de l'épisode. Super. Je tiens d'ailleurs à remercier Jenna de m'avoir aidé à finir la traduction, parce que c'est difficile de traduire un texte vers du français quand on parle en franglais. Je fais des efforts à l'antenne. Du coup, Tiffany, tu veux parler de Women Develop? Ah oui, oui. Comment j'introduis ça? J'en ai aucune Comme idée. ça, tu viens de le faire? Sans Allez. transition. Boum, bim, bam. Sans transition. Et c'est légitime quand même. Oui, donc en fait, moi, mes dernières actualités, c'est surtout que je me suis inscrite à la Women Develop, qui est un programme qui vient d'arriver en France, proposé par Ubisoft. En fait, à l'origine, ça date de 2019. Ça avait été lancé à Toronto. C'est un programme de mentorat, en fait, qui est à l'origine, logiquement, normalement, qui cible plutôt les personnes étudiantes et qui permet à celles-ci de bénéficier de l'expertise de personnes qui sont en siège depuis longtemps, qui sont experts dans leur domaine, etc., au niveau de certains cursus. Donc là, actuellement, c'est que de la programmation et du game design. Donc on est clairement dans le domaine d'Ubisoft, du jeu vidéo. Et cette année, en fait, ils ont ouvert ça avec l'Ubisoft de Annecy à, du coup, les participations françaises, ce qui est une bonne chose. Les inscriptions se terminaient il y a 2 jours, donc désolé pour vous si vous vouliez le faire. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est ouvert que aux femmes et aux personnes non binaires. Ah oui, c'est excellent. Voilà, donc c'est clairement pour essayer de booster un petit peu ce côté très encore le souci de diversité. masculiniste exactement de ce milieu. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls à proposer des choses comme ça, parce qu'il y a quand même l'association Women in Games en France qui propose énormément de choses. Et d'ailleurs, ils ont une conférence qui se passe le 17 février, si j'ai bonne mémoire, sur à peu près aussi les mêmes sujets, qui va être surtout de l'insertion des personnes, des femmes et des personnes non binaires au sein de la société du divertissement vidéo. Et surtout, là encore, il y aura des équipes de RH d'Ubisoft qui seront là. Bon, forcément, c'est toujours Ubisoft, c'est quand même les leaders en France. C'est facile, quand l'entreprise est française, on va dire, d'avoir des retours.
Mais du coup, ça ouvre, on va dire, pas mal de portes pour toutes ces personnes qui peuvent un petit peu galérer. Et c'est des choses qui sont, je trouve, assez bien pour être soulignées. Non, le fait qu'il y ait l'inclusion des personnes non binaires, c'est assez rare pour être souligné, c'est clair. Complètement, c'est assez rare, surtout qu'en fait, dans les debriefs, alors, on s'inscrit pas tac, comme ça, il y a quand même un peu de taf à faire, notamment c'est très scolaire. Voilà. C'est-à-dire que moi, qui ne suis clairement plus à l'école, je les ai contactés, j'aurais fait 2 pages entières. Voilà, ça c'est mon CV, je suis complètement autodidacte depuis tant. Est-ce que je suis éligible? Paf. Voilà. Bon, ils m'ont répondu oui, hein. Vous en serez douté parce que j'y participe. Mais il y a quand même certains travails à présenter, dont des lettres de motivation, des CV à jour, etc. Mais aussi des speeches, des petits pitchs de ce que tu veux leur proposer, etc. Vers quoi tu veux t'orienter, si ça va être je sais pas, déjà du game design ou de la programmation, mais même si c'est dans la programmation, si ça va plus être du côté programmation de bas niveau ou de haut niveau, donc ça peut être, je sais pas moi, système dans les jeux très simplement de contrôle du personnage, d'inventaire, ou si tu veux plutôt développer un moteur de jeu, clairement les deux choses très différentes, etc., etc. Ça veut dire que ça demande quand même un petit peu de taf, c'est pas juste une inscription. Coucou, je clique sur un bouton et j'ai rentré mon prénom et puis YOLO quoi. Mais c'est pas mal. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au final, ni d'ailleurs si je serai sélectionné, mais j'ai trouvé que l'événement était passé un petit peu sous silence et que j'ai appris que j'ai appris que ça existait en fait vraiment par hasard, ce qui fait que je trouvais ça chouette de pouvoir souligner que ça existe. Et il y en aura sûrement d'autres. Je ne sais pas encore quand, étant donné que celui-ci va s'étirer jusqu'en avril, parce que ça va laisser... En fait, le planning, techniquement, c'est que ça va être la clôture des candidatures. Ensuite, ils vont donner des premiers travaux à faire et il y aura des réunions prévues avec le mentor qui sera associé à la personne, etc. Et ensuite, la soumission d'un projet final avec, là encore, des feedbacks, etc. Et une journée de clôture, sachant que les finalistes, ils seront invités dans les locaux d'Ubisoft. Et très, très, très probablement avec des possibilités de continuer dans l'entreprise. Hein. S'ils font ça, ils le font pas non plus pour rien. Excellent, excellent. Je trouve ça chouette de la part d'Ubisoft, qui a beaucoup à se faire pardonner sur le sujet. Totalement. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, étant donné que ça date de 2019, j'ai pas l'impression que ça a été fait en réponse aux dernières accusations, parce que ça existait quand même un petit peu. Et en fait, ce qui est quand même assez surprenant, c'est que ça vient du Québec quand même, et que c'est Ubisoft Québec qui avait aussi des grosses casseroles. Je pense que l'initiative peut être quand même un sacré tremplin pour de nombreuses personnes, et ça valait le coup de la souligner quand même. Donc voilà. Eh bien merci, on te souhaite le meilleur. Ouh, ouais. Je n'ai absolument pas confiante, c'est surtout un petit peu en mode YOLO que j'y vais, malgré que j'ai dit qu'il ne fallait pas y aller en mode YOLO. Mais, Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais, vous bossez. Moi, je vais y aller les doigts dans le nez. Le gros problème de l'autodidactie, c'est que je n'ai absolument rien qui puisse me permettre d'estimer mon niveau. Ouais. Et il y a quelques années, j'étais parti vers chez Niléane à Grenoble faire une formation que je m'étais financée avec le CPF sur de la programmation et du game design sur Unity. Voilà. Et malgré le titre de cette magnifique formation, la programmation était complètement inexistante. Et celui qui nous faisait cours était un artiste quoi. Enfin, c'est un mec qui faisait tous les assets graphiques, etc. Donc il ne touchait pas à la programmation. Ah oui, mince. Et en fait, je me suis retrouvé dans son cours à lui corriger ses codes parce que ça ne marchait plus et que c'était une aberration. Il n'utilisait pas la dernière version d'Unity, donc je suis arrivé déjà, j'ai fait mais tu n'utilises même pas la dernière. Il l'a mis à jour, sauf que sur cette dernière version, en fait, Unity a dit on peut plus écrire en JavaScript, maintenant c'est que du C#. Et lui, tous ses scripts étaient en JavaScript et en fait, rien par cette pauvre intervention, j'ai fait planter tous ses cours. Et du coup, pendant qu'ils étaient en train de galérer,
j'en avais eu tellement ras-le-bol que j'ai fait, bah attends, je vais ouvrir Visual Studio, file-moi tes scripts en Java et je te les réécris en C#. Et je lui ai tout réécrit, tous ces scripts pour ses cours. Voilà. Donc là, je me suis dit, en fait, j'ai peut-être un niveau assez correct. Voilà. En fait, t'as donné une formation. Et non, en vrai, c'est la pire formation. Elle était vraiment nulle. J'ai foutu du 0 sur 10 à chaque fois qu'on me demandait de noter. Enfin, c'était vraiment nul. Je me suis emmerdé pendant 2 semaines. Mais... Et ce qui est terrible, c'est que c'est toi qui as payé. Et le pire, c'est que c'est moi qui ai payé. Et que à cette période-là, c'était la grève SNCF. Je me suis tapé 9 heures de route pour aller jusque là-bas. Parce que moi, je suis quand même en fait d'à côté de la Bretagne. Et que les meufs que j'avais eues au CPF m'ont fait « Alors, on vous rembourse, mais pas le trajet en voiture parce qu'il coûte plus cher que la formation. » Donc, en fait, c'était une formation soi-disant financée par le CPF, mais j'ai quand même eu plus de la moitié à payer de ma poche. Donc, il n'y avait pas je veux dire, ce qui coûte cher, hein, quand tu payes l'école, ça, c'était pris en charge. Mais c'était des aberrations et puis c'était une semaine de formation mais répartie sur 2 semaines, c'est-à-dire que c'était lundi, mardi, mercredi et lundi, mardi. Mais ils ne voulaient pas me payer jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce qui fait que toute cette partie de la semaine, c'est aussi moi qui me la suis payée parce qu'ils m'ont fait bah non, c'est pas votre formation, elle prend pas ces jours en compte. Oui, bon, je vais pas rentrer chez moi. Enfin attends, j'ai 9 heures de route. Néléade n'était pas encore disponible. Et non, je ne se connaissais pas à l'époque. Est-ce que j'étais né Oh. Oh. Gamine. Ouais, bah vas-y. Franchement, cache-toi. Aïe, aïe, aïe. Je suis outré. Je Pardon. reviendrai plus. Voilà. Mais si, tu reviendras parce qu'il faut que tu interagisses avec Tiffen. Oh, bah. C'est creepy de le dire comme ça, je trouve. Pardon. Non. Bref. Et donc du coup, je me suis aperçu que j'avais peut-être un certain niveau quand même. Et du coup, je me suis dit, allez, YOLO, je vais tenter le projet de mentorat d'Ubisoft. La mentorat. Allez. J'ai juste une question en fait, juste comme ça. C'est quoi la programmation de bas niveau? Parce que ça sonne comme une insulte. Pas du tout, ce n'est pas du tout le niveau de difficulté en fait. La programmation bas niveau, ça va être par exemple développer le moteur sur lequel tu vas créer le jeu. D'accord, donc c'est avant tout le reste. Voilà, ça peut être créer par exemple des outils qui vont permettre aux autres de travailler. Ça peut être typiquement créer un éditeur de level pour éviter que les mecs ils dessinent tout à la main. Ok, très bien. Je te remercie. Et le haut niveau, ça va être quelque chose qui a plus être orienté dans le gameplay, quoi. Ça va être le jeu en lui-même, ça va être les contrôles du personnage, le combat, le système d'inventaire, les quêtes, ce que tu veux, quoi. Mais qui va être réellement dans le jeu. Très bien. Et quand tu fais de la programmation de bas niveau en C, c'est de la programmation de quel niveau? Allez. Depuis le dernier épisode, on a adopté 4 petits rongeurs. C'est des octodones. Et c'est une formidable addition à notre famille. Parce qu'on est confinés et qu'on ne pouvait pas avoir de gros animaux et que je suis allergique aux chats. Et on a 4 petites octodones qui sont super mignonnes. Qu'on arrive un petit peu à distinguer maintenant. Du coup, on a pu leur donner des noms. Et genre, elles complotent et elles dorment toutes ensemble en petits tas mignons. Et des fois, elles font des évasions de la cage juste pour venir nous faire des câlins. Non. Oh. Parce que finalement, c'est un petit peu elles qui nous ont adoptés. C'est très très mignon. Voilà. Et alors, un truc non négligeable, je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, mais je pense que c'est le meilleur animal de compagnie qui puisse exister. C'est un animal qui fait des petites crottes sèches qui ne sentent rien. Et ça, en termes de nettoyage, c'est un petit peu formidable. Ouais, les lapins sont pareils, j'ai une lapine. Ok. Est-ce qu'on révèle le nom du lapin si tu veux. de Tiffen? Parce qu'on est sur les jeux de mots, du coup. Ouais, mon lapin s'appelle Dicite, parce que lapin Dicite. Ah ouais. Bravo. C'est une petite lapine blanche, voilà, qui n'arrête pas de faire des bêtises.
Et vous trouverez des photos de Dicite et des Octodones dans les notes de l'épisode. Très bien. Ça marche. Bon, eh ben c'est déjà fini. tous les épisodes, je fais pareil. Bon, bah c'est déjà fini. Non. Oh. Et là, il y a Malek qui fait mais on l'a déjà faite. Et moi, je fais mais oui, je sais, et bah tant pis. Avant de vous laisser, il faut qu'on vous mentionne les initiatives. Le premier, c'est un collectif qui s'appelle Femmes Trans Gang. Vous pouvez trouver Femmes Trans Gang en un seul mot sur Instagram, qui notamment organise des ateliers d'autodéfense pour femmes trans. C'est sur Paris, elles cherchent des financements, elles cherchent des bénévoles, et puis elles organisent ça régulièrement. Et Femmes Trans Gang, vous pouvez retenir, ça fait FTG. Voilà, comme une répartie simple. Et l'autre, c'est un collectif cousin qui s'appelle Soutien Transfemme, qui est un collectif d'autosoutien transféminin. Et il y a un serveur Discord, il y a un compte Instagram. Et donc c'est plein de femmes trans ou proches et qui se donnent plein de conseils sur tous les sujets, que ce soit la vie de tous les jours ou la transition ou quel médecin avoir ou pas. Et ça peut être, c'est vraiment le lieu d'autres initiatives, et notamment de financement et de création d'une mutuelle militante, et de plein de super idées pour pallier à la transphobie de la société. Voilà. Et sur ce, Tiefline, merci d'être venue. Mais de rien. Merci. Et du coup, tu vas quand même revenir quand même. Je sais pas, hein. J'hésitais. En fait, quand vous avez tous dit « Oh non, c'est la fin », j'hésitais à faire « Oh oui », parce que je sais pas si la blague serait gardée au montage, en fait. Mais je m'étais dit que ça serait sympa. Elle serait totalement gardée au montage. Ok. Bon, bah non, je reviendrai pas. Allez, ciao. Non. Bah écoute, bon débarras. Oh, je suis outré. Drama thread scission au sein de l'équipe. Scission avec la toute nouvelle membre. Ah bah oui, ça allait vite. C'est quand la fin de la période d'essai? On n'est pas obligé de faire du drama pour avoir de l'audimat. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pire, quoi. Bon, moi je voudrais dire qu'il y a plein de personnes qui d'habitude participent au podcast et elles sont pas là et elles nous manquent. Voilà. Oui, tout à fait. Et elles seront sûrement là la prochaine fois, si ce n'est la fois d'après encore. N'oubliez pas de nous mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. J'ai vu qu'il y a des gens qui en ont mis. Est-ce que c'est d'autres personnes parmi nous qui l'avont fait ou... Alors ça c'est possible, mais on va entretenir que non. Il y a aussi plein de monde sur les comptes Twitter et Instagram et c'est super impressionnant. Merci beaucoup. Et du coup, on se retrouve à la prochaine fois. N'oubliez pas, contact@1pct.fr pour nous envoyer des petits mots. À la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye bye. La météo, le théâtre, la météo. Adieu, je sais pas si je reviendrai.
Eh bien, ne laisse pas ta porte frapper tes fesses à ta sortie. Ne laisse pas ma porte frapper mes fesses. C'est ce que ça donne quand on traduit mal de l'anglais. Ah, mais les expressions anglaises, elles sont géniales. Mais oui, moi j'aime beaucoup faire des traductions trop littérales. Ah non, mais celle de faut pas pousser mémé dans les orties. Quand tu l'as traduit littéralement, c'est on n'apprend pas à mémé à lécher un œuf. Et je trouve ça génial. Je l'avais jamais entendu celle-là. Il y a une chronique de Marina Rollman à propos des expressions comme ça. Sur la première personne, à propos de faut pas. T'imagines la première personne qui a dit oh, il faut pas pousser mémé dans les orties. Et tout le monde autour qui a fait bah non, évidemment. Claude, est-ce que t'as quelque chose à nous dire? où est mamie?